Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence de l'Union patronale du Var consacrée aujourd'hui aux collaborateurs d'entreprise et l'utilisation des réseaux sociaux. Comme tout un chacun, les salariés utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour communiquer, tant sur leur vie personnelle que professionnelle. La frontière entre les deux a de plus en plus tendance à s'estomper. Certains collaborateurs diffusent des informations, des commentaires ou publient des images de leur entreprise sans même parfois s'en rendre compte, sans autorisation ou tout simplement sans en mesurer les conséquences. Pour l'entreprise, les risques sont nombreux en termes d'image, de notoriété, de protection, de secret de fabrication. Alors, quelles sont les règles en la matière? Les salariés peuvent-ils faire l'objet de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, ou sont-ils protégés au titre de la liberté d'expression ou du droit au respect de l'intimité de la vie privée? Quelle posture préventive l'entreprise peut-elle adopter? Charte informatique, action de formation ou d'information? Nous allons voir ça ce matin. Alors, pour animer cette webconférence, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Claire Rouillet, avocate au cabinet ESAC et Associés. Alors, petit rappel, vous pouvez poser vos questions par le chat. Pour les questions un peu trop compliquées, Maître Rouillet prendra contact directement avec vous et je lui passe directement la parole. Et je la remercie. Bonne webconférence. Bonjour à tous. Donc effectivement, collaborateurs et réseaux sociaux, sujet d'actualité et ce d'autant plus depuis les dernières années. Afin de cerner quand même ces notions-là, je vous propose d'aborder ainsi donc, le thème et donc dans le cadre du sommaire, d'aborder donc les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un réseau social, quelles sont les utilisations faites par les salariés, quelles sont les problématiques inhérentes à ces derniers et comment, moi, en qualité d'employeur, réagir et gérer certaines situations. Donc, premier point, qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, on voit que la CNIL a posé une définition. Un réseau social est une plateforme de communication en ligne qui permet à tout internaute de rejoindre, de créer un réseau d'utilisateurs, de faire connaître ses opinions et d'échanger sur des intérêts communs. Donc, plus précisément, on voit que le réseau social est un site internet permettant, via une inscription gratuite ou renseignée désormais, d'accéder à une plateforme d'échange d'informations sur certains sujets communs. Les réseaux sociaux, si on fait une typologie, on peut les classer par grandes familles. On a ce qu'on appelle désormais les réseaux sociaux professionnels, que vous connaissez tous, LinkedIn, Viadeo qui est plus ancien, les réseaux dits de loisirs, donc Facebook. Ce que j'ai relevé, c'est que 2 salariés sur 3 sont présents sur le réseau Facebook. Twitter, il y a plus de 8 millions de comptes en France. Ensuite, on a tout ce qui est site de partage de photos, Instagram. On a les blogs qui sont toujours utilisés et des outils dits de réseautage où on retrouve effectivement Facebook. Les classifications, donc, elles sont transversales, comme vous pouvez le voir. Les réseaux sociaux au sein de l'entreprise. On a tout ce qui sont réseaux sociaux d'entreprise, donc réseaux sociaux internes, qui favorisent les relations entre les salariés, tant professionnels que les relations personnelles. On peut citer notamment les Slack, qui permettent des échanges au sein de l'entreprise. On a aussi des réseaux sociaux qui sont propres et internes aux entreprises, qui sont créés au sein de l'entreprise. On a par la suite dans l'entreprise les réseaux sociaux dits syndicaux qui permettent aux salariés d'échanger avec les instances syndicales ou même aux syndicats de diffuser de l'information et des idées. Et on retrouve également les réseaux sociaux dits génériques, LinkedIn, Facebook ou Twitter, qui sont de plus en plus présents pour les entreprises, de plus en plus importants puisque les entreprises y voient une possibilité de communication. Ils sont également utilisés par les syndicats qui vont se créer des profils et des pages propres aux entreprises. Et la problématique qui va être de plus en plus prégnante au sein de l'entreprise, c'est l'utilisation faite par les salariés pendant le temps de travail de ces réseaux sociaux génériques. On verra que différents risques sont inhérents à l'utilisation de tels réseaux sociaux. Quelques chiffres, sources et études qui proviennent donc d'une étude Segos qui met en évidence que 84% des Français se déclarent inquiets
quant à l'usage qui peut être fait des données personnelles. Alors effectivement, on a désormais le RGPD qui réglemente l'utilisation des données personnelles. Néanmoins, on voit que l'ensemble des informations qui sont issues des réseaux sociaux inquiètent les Français. On voit également quoi? Que 35% des recruteurs avouent avoir déjà écarté un candidat suite à des traces négatives trouvées en ligne. On le fait tous, c'est quand même bénin et logique quelque part que dans le cadre d'un process de recrutement, la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher sur Internet qu'est-ce qu'on trouve concernant le candidat. Donc, attention à ce qu'on peut retrouver sur soi sur Internet, puisque les informations peuvent rester et porter préjudice en phase de recrutement. On voit également quoi? 6 salariés sur 10 se connectent chaque jour à un réseau social et on va voir comment ils le font. Un salarié sur 3 parle ouvertement de son entreprise sur les réseaux sociaux, ce qui est source grandissante de risques pour l'entreprise. Alors, pourquoi encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés? Pour éviter quoi? Les atteintes à la réputation de l'entreprise. Et on verra qu'elles peuvent être nombreuses. La baisse de productivité ou encore la fuite d'informations sensibles. Ces 3 points sont les points majeurs, les dangers majeurs en lien avec l'utilisation des réseaux sociaux. Si on revient sur le premier point, sur les atteintes à la réputation de l'entreprise, il y a eu à peu près pendant le premier confinement toute une vague en lien avec les réseaux sociaux et notamment Instagram, avec le compte qui est relatif à Balance ta startup. On voit que dans le cadre de ce compte-là, certaines entreprises ont été épinglées et l'ensemble des informations portées à la connaissance du public via ce réseau social et cette page a porté grandement atteinte à la réputation de certaines entreprises qui, à l'heure actuelle, rament toujours pour remonter quelque part leur code de popularité. Donc, attention. Et pourquoi encadrer cela? Pour limiter ce risque-là. Alors, si nous revenons sur l'utilisation des réseaux sociaux par les salariés. Là encore, quelques chiffres qui quand même sont édifiants. 95% des entreprises donnent accès aujourd'hui, un accès web, à leurs salariés. Néanmoins, attention, on voit que les salariés passeraient l'équivalent de 4 semaines de vacances par an à surfer à titre personnel au travail. Et on voit que le surf perso est passé de 1 heure par jour en moyenne à 1h15 et ce en 2 ans. Donc, il y a une part importante de l'utilisation d'Internet qui est faite à titre personnel par les salariés chaque jour. Il y a une immixtion effectivement que l'on rencontre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On voit que de plus en plus d'entreprises mettent à disposition un ordinateur, un téléphone auprès de leurs collaborateurs, à titre professionnel normalement, mais on va aller consulter ses comptes, on va aller consulter des sites internet, on va renseigner son compte WhatsApp sur le téléphone. Il y a une immixtion. Et dans quelle limite cette immixtion peut être tolérée? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Dernier point, 75% des connexions sur les sites sont des connexions sur les réseaux sociaux. Donc, part importante d'utilisation des réseaux sociaux via notamment les outils mis à disposition par l'entreprise. Alors, néanmoins, l'utilisation des réseaux sociaux, on voit que près de 6 salariés sur 10, un dirigeant sur 2, se connecte au moins une fois par jour aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux professionnels sont néanmoins ceux qui sont privilégiés par les salariés. Alors, si on vient s'intéresser au temps de consultation des réseaux sociaux par les salariés, le principe, quel est-il? Le principe est que le salarié qui a accès pendant ses heures de travail via des outils mis à disposition par l'employeur pour l'exécution de la prestation de travail est censé, et cette connexion est présumée être une connexion à titre professionnel. Donc, une connexion à titre professionnel, ça veut dire quoi? C'est que l'employeur peut librement prendre connaissance de ce que fait le salarié via l'outil qui est mis à sa disposition. Ce qui implique donc de fixer les règles du jeu en amont. C'est important, dans le cadre notamment d'une charte informatique, de préciser et de donner des règles précises quant à l'utilisation
des outils de nouvelles technologies mis à disposition par l'employeur. Cette charte informatique, elle peut en gros adopter deux options. Soit interdire purement et simplement l'accès aux réseaux sociaux, l'accès aux sites personnels via les outils mis à disposition par l'employeur. Soit autoriser ces derniers sous certaines conditions qui visent à limiter les risques, donc la mise en cause de l'intégrité des systèmes informatiques notamment, ou limiter les abus. Et on verra qu'est-ce que l'abus. On voit également qu'en l'absence de dispositions contraires, donc sauf parce que la charte prévoit une interdiction pure et simple, seul l'abus dans la consultation des réseaux sociaux pourra être sanctionné par l'employeur. Alors, un petit point quant à l'utilisation personnelle des moyens et des accès informatiques par le salarié. Dans cette hypothèse-là, donc on avait un salarié qui s'est connecté plus de 10 000 fois en 3 semaines, en moins de 3 semaines, sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation valide le fait que l'employeur ait répondu via le pouvoir disciplinaire et via un licenciement pour faute grave. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la grande tendance des juridictions est la tolérance. On tolère le fait que le salarié se connecte via les outils mis à sa disposition dans un cadre professionnel sur des sites qui sont en lien avec l'activité professionnelle. Cette tolérance, elle est admise, c'est le cas de le dire, seulement si ces connexions sont dites raisonnables. Dès lors qu'on va dévier vers l'abus, l'employeur pourra librement sanctionner le collaborateur qui abuse. L'abus, qu'est-ce que c'est? L'abus, ça peut être un contenu, le fait de se connecter sur des sites qui sont inadaptés. L'abus peut être aussi lorsque les connexions vont mettre en cause l'intégrité du réseau, des serveurs, de la société. L'abus, ça peut être aussi la fréquence et la durée de connexion. C'est le cas précisément dans cette hypothèse-là qui était soumise à la Cour de cassation, puisque l'abus a été caractérisé via l'importance des connexions réalisées sur une courte période. Là également, on a d'autres arrêts qui mettent en évidence le fait qu'en revanche, 168 courriels sur une période donnée n'étaient pas un abus au sens de la Cour de cassation. Donc, c'est vraiment la notion d'abus qui est la notion pivot pour apprécier s'il y a un manquement ou non du salarié à ses obligations et si le pouvoir disciplinaire peut ou non être utilisé dans le cadre d'une utilisation abusive des réseaux sociaux. Alors, ensuite, j'ai mis d'autres décisions, vous aurez accès au support par la suite, mais qui caractérisent ou non l'existence d'un abus. Et là, en fait, dans cette décision-là, l'employeur avait sanctionné via un licenciement pour faute grave son salarié. Il n'avait pas tenu compte des réelles durées de connexion. Et en fait, quand dans le cadre du litige, les durées de connexion ont été mises en évidence, on voit que la Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu d'abus de l'utilisation des moyens technologiques, des moyens de communication, des outils informatiques qui étaient mis à disposition de l'entreprise. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on voit? En pratique, on voit que la CNIL nous dit qu'il n'est pas souhaitable d'interdire totalement aux salariés d'utiliser les outils informatiques professionnels à des fins personnelles. Donc, l'interdiction pure et simple de cette utilisation n'est pas recommandée. Il faut donc faire preuve de pédagogie et sensibiliser les salariés quant à un usage raisonnable et modéré des connexions Internet. Comme on l'a déjà vu, l'usage raisonnable ne doit pas affecter la sécurité des réseaux, la productivité de l'entreprise ou de l'administration concernée. Rien n'interdit à l'employeur de bloquer l'accès à certains sites comme les réseaux sociaux. Là aussi, c'est admis par la CNIL et par du coup les tribunaux qui tolèrent le fait que l'employeur bloque l'accès à certains sites Internet. Alors, le tweet au travail. Le tweet au travail qui est une forme de réseau social, donc Twitter, je vous ai mis une décision de la Cour d'appel de Chambéry qui met en évidence le fait
un directeur web d'une entreprise avait été licencié pour faute grave, notamment pour une utilisation massive de Twitter à des fins extra-professionnelles. Des fins extra-professionnelles qui ne présentaient en plus aucun lien avec l'activité de la société ou le matériel qui était commercialisé par cette dernière. Il y avait eu donc 1336 tweets non professionnels qui avaient été envoyés en 16 mois et 90 sur les 2 derniers mois. La Cour d'appel de Chambéry, qui a eu à connaître de ce dossier, considère que le comportement de ce directeur web n'était pas fautif, car les tweets représentaient un temps très limité par jour, moins de 5 minutes, et de ce fait-là, il n'y avait pas eu d'abus par le directeur web, donc le licenciement ne pouvait être retenu comme étant un licenciement sur une faute grave. Tout ça pour mettre en évidence que, vous l'avez bien compris, les réseaux sociaux, quel que soit le type de réseau social, un réseau social professionnel, un réseau social dit personnel, fait naître cette utilisation des problématiques au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Problématique, puisqu'il y existe un principe absolu qui est le fait que chaque salarié bénéficie d'une liberté d'expression et d'opinion. On considère qu'il s'agit d'un droit fondamental reconnu à tous, donc y compris aux salariés. Et l'adage, le principe est de dire que chaque salarié bénéficie dans et en dehors de l'entreprise d'une liberté d'expression. Cette liberté ne peut être restreinte, on ne peut apporter à cette liberté des restrictions que dès lors qu'elle soit proportionnée au but recherché. Ok, principe juridique très peu compréhensible néanmoins. Donc, si en synthèse, on doit retenir quelque chose, c'est le fait que chaque salarié bénéficie d'une liberté d'expression et que l'employeur ne pourra lui reprocher de communiquer sur le fonctionnement de l'entreprise que s'il y a un abus, s'il y a un dommage pour l'entreprise et si cela relève de ce qu'on appelle la diffamation ou l'injure publique. Donc, s'il y a un délit qui est caractérisé. Cette liberté d'expression, elle existe grandement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on considère même que les réseaux sociaux décomplexent la liberté d'expression. Ce sont des espaces dédiés qui font naître une certaine spontanéité, qui permettent aux gens de s'exprimer de manière peut-être un peu plus crue, puisqu'on est derrière un écran, on se cache un petit peu. Donc la liberté d'expression est clairement décomplexée sur les réseaux sociaux. Alors, petit rappel sur la liberté d'expression. Chaque salarié, je vous l'ai dit, bénéficie d'une liberté d'expression dans et en dehors de l'entreprise. Ainsi, même un cadre, même un dirigeant jouit de cette liberté d'expression. Au cas particulier, on avait quoi ? Un directeur commercial qui avait critiqué la gestion de l'entreprise dans un document qu'il avait remis à un comité restreint. La Cour de cassation considère qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression. Ainsi, pour caractériser l'existence ou non d'un abus à la liberté d'expression, on va prendre en compte les ou le destinataire. Donc, il n'y aura pas d'abus si le courriel, l'information est envoyée au seul employeur. Si la lettre est adressée au seul membre du conseil d'administration ou dirigeant de la société mère. Afin de caractériser pareil s'il y a un abus de la liberté d'expression, on va également prendre en compte le contenu des propos. Dès lors que les propos ne sont pas excessifs, dès lors que les propos ne sont pas injurieux, dès lors que les propos ne sont pas diffamatoires, il n'y aura pas d'abus dans l'exercice de la liberté d'expression. Toutefois, alors, quand je vous fais une présentation comme ça, vous devez vous dire attention, ça veut dire que la liberté d'expression des salariés sur les réseaux sociaux, elle est absolue. Non, on l'a vu, l'utilisation, le bénéfice de cette liberté ne doit pas dégénérer en abus. Il y aura donc un abus lorsque l'entreprise est dénigrée, son personnel, ses produits, ses services, lorsqu'il y a une diffamation, une injure publique, on verra ce que c'est, lorsqu'il y a une violation d'un devoir de discrétion ou de confidentialité. Je vous ai dit, dénigrement. Le dénigrement, ça consiste à quoi ? À jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, sur son personnel, ses produits ou ses services. C'est un abus de la liberté d'expression dès lors qu'il est préjudiciable. Il pourra donc faire l'objet, donner lieu à sanction, c'est-à-dire
une entreprise qui se rend compte qu'elle est dénigrée sur les réseaux sociaux par un salarié ou même un tiers, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, pourra engager une procédure. S'il s'agit d'un collaborateur, on pourra sanctionner ce collaborateur pour abus de sa liberté d'expression. Les tribunaux considèrent que, à l'étude quand même des décisions rendues par les tribunaux, on voit que c'est une notion subjective et floue. C'est source de confusion. La frontière entre les autres notions est quand même assez ténue. Donc, généralement, il arrive que l'on se base sur d'autres motifs, d'autres délits, d'autres qualifications juridiques, et notamment sur la diffamation. La diffamation, je vous ai mis le texte, mais ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut garder en tête, le fait que la diffamation, c'est en lien avec les droits de la presse, la loi de la presse. La diffamation peut donner lieu à une action civile, obtenir des dommages-intérêts, ou une action pénale, qui est une action punitive. Il faut être rapide, puisque l'action en diffamation se prescrit par 3 mois. La diffamation, c'est le fait de publiquement porter le discrédit sur une personne. Porter le discrédit sur une personne via une personne physique, via des réseaux sociaux ou des éléments publics. Donc la diffamation, c'est vraiment le fait de rendre public certains propos désobligeants et fallacieux. Et c'est puni donc d'un point de vue civil ou d'un point de vue pénal. Je vous ai mis des exemples de diffamation. Donc, le fait de diffuser largement à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise un courrier électronique accusant l'employeur de pratiquer une politique discriminatoire à l'égard de certaines minorités, notamment les homosexuels, ça a été retenu comme de la diffamation et donc comme un grief, un motif de licenciement à l'encontre du salarié. Je vous avais mis une autre décision aussi qui était plus récente, mais qui est très, très parlante, qui met en balance l'existence d'une liberté d'expression et le lien avec la diffamation. Le fait que le salarié avait tenu des propos diffamatoires et excessifs à l'encontre de l'entreprise et donc un abus de la liberté d'expression avait été reconnu. Autre source de risque, c'est le collaborateur qui va injurier sur les réseaux sociaux l'entreprise. C'est un délit également. C'est un délit qui suppose la réunion de 4 conditions. L'emploi d'une expression outrageante, un terme de mépris ou d'invective, visant une personne déterminée, employé dans l'intention de nuire et tenu de manière publique. Là aussi, action très rapide, on est sur 3 mois. Dès lors qu'il y a des injures tenues à l'encontre du dirigeant de l'entreprise ou de l'entreprise elle-même sur les réseaux sociaux, cela implique, d'un point de vue pénal, une action rapide. Cela implique également, d'un point de vue disciplinaire, et on le verra par la suite, une action rapide. Dans tous les cas, donc, il faut être alerte sur ce point-là. L'utilisation des réseaux sociaux peut aussi donner lieu à un manquement à la confidentialité et à la discrétion qui est une clause, une obligation qui est quand même inhérente à tout contrat de travail. Le principe est quoi? Le principe est que le salarié a une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer à des tiers des informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et ce d'autant plus quand la révélation de ces informations est susceptible de nuire à l'entreprise. Certains contrats de travail prévoient des clauses renforcées en matière de confidentialité selon votre activité. Mais néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une obligation qui est inhérente à tout contrat de travail. On a de plus en plus de décisions de justice sur ce sujet-là. On a dernièrement des décisions qui mettent en évidence le fait que le salarié utilise des éléments d'une présentation confidentielle et interne à l'entreprise via notamment un réseau social qui était LinkedIn au cas particulier. Ces salariés-là ont été licenciés pour faute grave et la Cour d'appel a validé les décisions rendues en la matière. C'est une décision donc, de la Cour d'appel de Paris en 2022 qui justifie le licenciement disciplinaire pour non-respect du secret professionnel et de l'obligation de confidentialité inhérent au contrat de travail lorsque le salarié va diffuser des images sur LinkedIn provenant de documents internes à l'entreprise. Donc là aussi, les réseaux sociaux peuvent mettre à mal la confidentialité et la discrétion qu'a tout salarié, et vous pouvez donc être confronté à une diffusion d'informations, d'images confidentielles
via les salariés, via notamment le réseau social LinkedIn. Alors, également, je vous avais mis un autre arrêt où les faits sont quand même très différents. Cour d'appel de Rouen en 2016, lorsque le salarié avait publié sur Facebook l'avis d'imposition d'un client, même lorsqu'il était anonymisé, cet avis d'imposition, il y avait un manquement à l'obligation de confidentialité et donc il s'était vu notifier un licenciement pour faute grave qui avait été reconnu comme justifié par la juridiction. Réseaux sociaux et sphère privée. Là aussi, même combat que ce qu'on connaît depuis 2001. Alors, est-ce que les propos qui sont tenus sur un réseau social relèvent de la sphère privée ou de la sphère publique? Et donc, sont-ils protégés par le secret dit des correspondances qu'on connaît, le principe qui est posé depuis 2001 avec l'arrêt Nikon qui est important dans notre matière? En fait, en pratique, ce dont on se rend compte, c'est que la frontière est très complexe. La frontière provient d'un paramétrage Facebook. Si je dois résumer, dès lors que seuls mes amis ont accès à mes publications, à mon mur, on considère que les propos tenus relèveront de la sphère privée et donc l'employeur ne pourra donc les utiliser pour engager une procédure disciplinaire à mon encontre. En revanche, dès lors que le paramétrage est tel que mes amis et les amis de mes amis ou que tout le monde peut accéder à mes propos, cela ne retombe pas sur le sceau du secret des correspondances et donc je pourrais me voir notifier une sanction disciplinaire compte tenu des propos tenus via les réseaux Facebook. On a d'ailleurs eu une décision un peu parlante sur le sujet, c'est l'arrêt dit Petit Bateau. En fait, la salariée avait diffusé des informations en lien avec la nouvelle collection Petit Bateau sur son réseau Facebook et elle avait dans ses contacts en fait des salariés d'autres entreprises concurrentes. Le licenciement a été validé puisqu'il y avait donc une atteinte à l'obligation de confidentialité et il y avait un risque pour l'entreprise de voir les éléments de sa nouvelle collection recopiés quelque part ou pompés par une entreprise concurrente. Alors, continuons également. Suite à autre sujet, donc rupture conventionnelle et Facebook. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en 2013, valide la licéité d'une rupture conventionnelle suite à la production d'une image d'une page Facebook. La salariée, donc vous savez pertinemment qu'on peut remettre en cause une rupture conventionnelle dès lors que le salarié arrive à prouver le fait que son consentement a été vicié, notamment en hypothèse lorsque une situation de harcèlement moral est caractérisée. Là, le fait de produire une page Facebook pour l'employeur qui, en fait, voulait mettre en évidence que non, il n'y a pas de harcèlement moral dans cette situation, la Cour d'appel dit que donc cet élément-là peut être produit, donc la page Facebook peut être produite dans le cadre d'un litige en lien avec une rupture conventionnelle. Donc, on voit toujours les choses comme étant un risque pour l'entreprise, l'utilisation des réseaux sociaux, un risque pour l'entreprise. À l'inverse, on voit que dans ce cas particulier, la production des images issues des réseaux sociaux a servi l'entreprise. Donc, ne pas toujours le voir comme étant quelque chose de négatif. Si je résume, on a vu ce qu'était un réseau social, on a vu les différents risques relatifs aux réseaux sociaux, donc les risques relatifs au manquement aux obligations de confidentialité, on a vu les risques relatifs à une utilisation abusive des réseaux sociaux, des risques relatifs à l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression lors de l'utilisation des réseaux sociaux par des collaborateurs. Ce qui nous amène également à s'intéresser à Twitter, parce que là, on a beaucoup parlé notamment de Facebook, Twitter et les troubles caractérisés. Pour résumer un petit peu les choses, Twitter, on a eu quelques cas médiatiques
sur Twitter. Notamment, on avait eu un joueur de basket qui s'était vu notifier la rupture pour faute grave de son contrat de travail suite à une publication réalisée sur Twitter après les attentats de Charlie Hebdo. L'ensemble de ces décisions mettent en évidence le fait que c'est toujours la même logique. La même logique est de dire quoi? La même logique est de dire que dès lors qu'il y a un abus de la liberté d'expression, cela peut conduire au prononcé d'une sanction disciplinaire. Excusez-moi. La différence Twitter-Facebook, c'est la portée. Parce que sur Twitter, il y a beaucoup de retweets. Les tweets, en fait, sont réutilisés, rediffusés. Et donc, la restriction qu'on peut connaître, la sphère privée qu'on peut connaître sur Facebook n'existe pas du tout sur Twitter. C'est ce qu'il faut retenir. Les blogs, même principe. Là, je vous ai mis un exemple, c'était des insultes proférées sur un blog. Là aussi, il y a un manquement à l'obligation de discrétion, de confidentialité. Les réseaux sociaux, dernier point sur cette utilisation et sur les risques inhérents, c'est quoi? C'est le fait que les salariés, les syndicats peuvent également utiliser les réseaux sociaux. Ils peuvent créer un site internet externe, mais aussi en interne, on l'a vu. La liberté dont ils bénéficient est soumise à certaines conditions. Il ne doit pas y avoir de trouble de la marche normale de l'entreprise. Les règles relatives à la presse sont applicables, donc pas de diffamation, pas d'injure, pas d'abus du droit d'expression. Je vous ai mis également un point. On parle réseaux sociaux. Il y a aussi un nouveau risque. Il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés dans ce domaine-là. C'est le métaverse. La réalité virtuelle va faire apparaître de nouveaux risques. Puisque certaines entreprises se mettent dans le métaverse, de nouveaux risques sur ce point-là pour les salariés et pour l'entreprise apparaissent. Donc attention, lorsque l'on utilise donc, le métaverse, à bien circonscrire les risques, à bien les anticiper. Et comment anticiper? Anticiper, donc, c'est quels sont les pouvoirs de l'employeur via cette utilisation des réseaux sociaux. On a deux réactions, ce qu'on peut voir, deux types de réactions. Prévenir. Prévenir, c'est peut-être la solution la plus intéressante en la matière, ou lorsqu'on n'a pas prévenu, utiliser le pouvoir disciplinaire. La prévention, comme on l'a dit en préambule, ça passe par la mise en place d'une charte informatique qui va venir encadrer et sécuriser l'usage des technologies de l'information et de la communication, l'usage du réseau informatique, qui va venir sensibiliser aussi le personnel sur ses droits et ses obligations en tant qu'utilisateur. Deux types de nature juridique. Soit c'est une annexe du règlement intérieur, soit une adjonction au règlement intérieur. Cette charte informatique, elle est opposable aux salariés, ce qui implique une information et une consultation du CSE de manière préalable à l'élaboration, une adjonction au règlement intérieur et de diffuser la charte informatique. Alors, en matière informatique, pour les entreprises qui sont dotées d'un service informatique, attention, la création et la mise en œuvre de la charte informatique ne doit pas relever uniquement du service informatique. Il faut qu'il y ait un réel échange, les ressources humaines et l'informatique pour adapter ce texte. La charte informatique, principalement, qu'est-ce qu'elle va contenir? Comment utiliser ces dispositifs de nouvelles technologies? Dans quelles limites je peux utiliser à titre personnel? Comment je distingue l'utilisation personnelle et professionnelle? Comment je fixe les modalités d'utilisation du réseau intranet, de la messagerie électronique? Et comment je peux utiliser le nom, l'enseigne, le visuel, le logo de l'entreprise sur les réseaux sociaux? C'est de la pédagogie. Une fois qu'elle est mise en place, cette charte informatique, elle sera opposable aux salariés et donc pourra permettre l'utilisation du pouvoir disciplinaire. Là aussi, je vous encourage aussi à conclure des accords d'entreprise sur l'utilisation de l'Internet, de la messagerie professionnelle par les syndicats. Au moins, les règles sont claires, précises et connues par tous. Les pouvoirs de l'employeur, du coup, dès lors que le système de prévention a été utilisé, c'est un pouvoir en lien avec le lien de subordination. C'est un pouvoir disciplinaire, puisque la charte informatique aura été portée à la connaissance du CSE, des salariés, et donc pourra être un fondement à une sanction disciplinaire. Les sanctions et les moyens de preuve
admis en matière pour l'employeur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la frontière est toujours la liberté d'expression. Dès lors qu'il y a un abus de la liberté d'expression, dès lors que ces propos peuvent être tenus sur les réseaux sociaux ou via la messagerie professionnelle dans une sphère publique, vous pourrez vous servir de ces éléments-là au soutien d'une sanction disciplinaire. Sur le plan procédural, j'en ai parlé aussi tout à l'heure un petit peu, le point important, c'est de réagir vite. Qu'on agisse d'un point de vue pénal ou d'un point de vue disciplinaire, il y a des délais de prescription très courts. D'un point de vue pénal, on a vu que c'est 3 mois. D'un point de vue disciplinaire, c'est 2 mois. Donc, toujours réagir de manière un peu rapide. Toujours essayer d'obtenir les éléments de preuve de manière loyale. Donc, lorsque je vais me servir des propos tenus via la messagerie professionnelle, il faut que ça soit fait de manière loyale, c'est-à-dire que le salarié ait connaissance que l'utilisation se fait à titre professionnel de la messagerie et qu'il peut y avoir des contrôles réalisés par l'employeur. Le risque pour l'employeur, lorsque le mode de preuve est déloyal, lorsqu'il a connaissance des abus, effectivement, d'un salarié, mais abus tenus dans une sphère privée, et donc qu'il s'en sert dans le cadre d'une sanction alors qu'il ne devrait pas, c'est de remettre en cause, quelque part, la sanction qui a été notifiée. Autre point important, je voulais porter à votre connaissance, c'est également le pouvoir dont dispose l'employeur lorsque l'entreprise est une victime collatérale des propos tenus sur un réseau social. C'est-à-dire qu'elle n'est pas précisément identifiée, elle est réellement victime collatérale des propos tenus par un collaborateur. Sur ce point-là, lorsque l'entreprise est une victime collatérale, donc c'est lorsque l'entreprise ou certains responsables ne sont pas visés par les messages ou les contenus vidéo sur les réseaux sociaux, l'employeur, par principe, ne pourra pas sanctionner le salarié concerné. L'employeur ne peut pas se prévaloir du manquement à une obligation de loyauté. Néanmoins, il pourra agir dès lors que la situation lui cause un trouble. Il pourra se placer sur un terrain autre que le terrain disciplinaire afin d'engager notamment une sanction, plutôt qu'une sanction, un licenciement à l'encontre du salarié concerné. Donc, attention, donc bien distinguer. Est-ce que je suis victime directe ou victime collatérale? Lorsque l'employeur va agir d'un point de vue disciplinaire ou d'un point de vue coercitif, toujours bien se placer sur le bon thème, sur le bon domaine en la matière. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. On va voir s'il y a des questions. Oui, déjà, merci Maître pour votre intervention très, très complète. Alors, il y a une question dans le prolongement de votre dernière partie. Est-il recommandé de constater le paramétrage du compte Facebook par un commissaire de justice ou une impression d'écran est-elle suffisante? Et comment est-ce qu'on apporte la preuve? Alors, effectivement, dans les arrêts qui étaient notamment dans le support, il y avait eu un constat d'huissier à l'époque, donc commissaire de justice maintenant, qui avait été réalisé. On voit que sinon, une capture d'écran, en fait, en droit du travail, le mode de preuve est dit libre. Donc, on n'est pas tenu de produire un constat d'un commissaire de justice, c'est toujours mieux dans le cadre d'un contentieux. Néanmoins, une capture d'écran où on verra la date, l'heure et le paramétrage peut déjà être un mode de preuve, une preuve recevable pour le conseil de prud'homme. Merci. Alors, une autre question dans un autre domaine. Une entreprise veut utiliser là ou les photos des collaborateurs, de l'équipe, pour faire sûrement la promotion de l'entreprise. Comment doit-elle s'y prendre? Alors, il est toujours recommandé en la matière d'établir les règles en amont. Donc, soit il est prévu dans le cadre du contrat une clause relative à l'utilisation du droit à l'image du salarié. J'accepte d'être pris en photo, j'accepte que ma photo soit diffusée sur le site internet, sur le trombinoscope interne de l'entreprise. Soit, par la suite, il y a comme une sorte de charte informatique qui va définir les modalités d'utilisation du droit à l'image. Il est vraiment recommandé de le prévoir dans le contrat de travail en amont, au moins les règles sont posées d'ores et déjà. L'utilisation du droit à l'image est définie. Est-ce que c'est à titre commercial ou c'est uniquement en interne? Est-ce que c'est pour promouvoir le recrutement de l'entreprise? Vraiment définir les règles en amont. Et définir
Les modalités de cession du droit à l'image, est-ce que c'est à titre gracieux, à titre onéreux et sur quelle durée? Est-ce que lorsque le salarié va quitter l'entreprise, je suis obligée d'aller sur mon site internet et de supprimer toutes les photos le concernant? Ou est-ce que je pourrais conserver cette utilisation pendant 5 ans jusqu'au terme, à compter du terme du contrat de travail? Vraiment définir les règles. Et il est encouragé de le faire dès le début, dès la conclusion du contrat de travail. Donc, ou au contrat ou avec la charte informatique à défaut. Exactement. Alors, je regarde, écoutez, il n'y a plus de questions. Donc, sauf si la dernière, oui, non, non. On va conclure cette conférence. Donc, je remercie Maître Claire Rouillet pour son intervention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence la semaine prochaine, le mardi 28 mars, sur un tout autre sujet, puisque nous aborderons les services de la Banque de France en direction des entreprises. Donc, sujet aussi d'actualité, puisqu'on aura droit à la cotation de Banque de France, à la médiation du crédit, etc. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.